Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois d'avril 2022. Et donc, sans plus de cérémonie, on va tout de suite passer aux lectures du mois. Alors, on va commencer avec le recueil d'histoires courtes Wanted chez Glénat par Eiichiro Oda. C'est donc le recueil d'histoires courtes de Eiichiro Oda, donc l'auteur de One Piece bien entendu, comme vous voyez il y a Luffy au milieu, qui donc, à ma connaissance, comporte les seules histoires publiées en France de Eiichiro Oda qui ne sont pas liées à One Piece directement. Bon, après on a un des prototypes de One Piece dedans, et il y a aussi l'histoire de Ryoma le samouraï, je crois qu'il s'appelle. Je suis plus sûr, mais c'est le samouraï zombie dans l'arc Thriller Bark. Mais je sais pas à quel point c'est canon ou pas canon. Est-ce que c'est canon mais il faut adapter un peu pour que ça marche dans l'univers One Piece? Est-ce que c'est canon tel quel? Est-ce que c'est pas du tout canon? Est-ce que c'est pas canon mais le personnage reste à peu près le même dans l'idée? Je sais pas à quel point c'est le même que dans l'arc Thriller Bark. Mais toujours est-il que il y a un lien. Donc voilà. Si vous voulez voir ce que vaut Eiichiro Oda, bon c'était avant One Piece, donc c'est surtout dans ses premières années quoi. Si vous voulez voir ce que valait Eiichiro Oda dans ses premières années et voir ce qu'il vaut sur autre chose que One Piece, c'est le manga à voir. Personnellement, ce manga en plus il y a une histoire un peu particulière parce que en fait je l'ai déjà lu, donc techniquement c'est une relecture, mais je vais quand même compter ça comme une première lecture vu que je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait c'est la première fois que je le lis en le possédant. Il se trouve qu'il y a quelques années un ami m'avait prêté son tome Wanted, alors que c'est même lui qui m'avait appris que ça existait, je ne le savais pas à l'époque. Et du coup il m'a laissé le lire, donc très gentiment. Merci à lui, même si je pense qu'il ne se reconnaîtra pas vu qu'il doit pas, il doit pas regarder ses vidéos, mais merci à lui quand même. Et voilà, du coup je l'avais déjà lu il y a longtemps. J'avais un peu oublié, si ce n'est l'histoire de Ryoma, j'avais oublié tout. Je sais même pas s'il s'appelle vraiment Ryoma, j'ai souvent des trous de mémoire sur les noms, donc corrigez-moi dans les commentaires si le samouraï zombie de Thriller Bark qui s'appelle pas Ryoma, mais tout ça pour dire que voilà, je le savais, j'avais déjà lu, mes souvenirs étaient pas très frais, donc c'était très cool de pouvoir le relire, et c'est très cool de pouvoir l'ajouter à ma collection, parce que du coup, ça réduit la liste qui était déjà très petite, parce que je lis pratiquement que des trucs que je possède, de mangas que j'ai lus, mais que je ne possède pas. Il doit y avoir un manga Gundam comme ça dans la liste, mais c'était genre un truc que j'ai lu il y a des années, je me souviens même plus lequel c'était. Un ami pareil qui m'avait prêté, donc bon, le truc Gundam c'est mort, je retrouvais jamais lequel c'est. Il y a Gon aussi, le premier tome de Gon je crois, le petit dinosaure là qui parle pas. Le tome 1 de Beyblade à l'ancienne, vous voyez la toute première version de Beyblade. Et je crois que c'est tout. Enfin vous voyez, il y en a peut-être un ou deux que j'ai oublié, mais en gros les mangas que j'ai lus mais que je ne possède pas, il y en a extrêmement peu. Et du coup je suis content que celui-ci, qui était celui qui m'avait le plus marqué, fasse maintenant partie de ma collection, et que je l'ai lu en tant que possesseur du manga en question. Parce que moi je suis un lecteur et un collectionneur, et j'aime bien que les deux soient plutôt en phase, vous voyez. Donc très très cool. Les histoires en elles-mêmes, je trouve elles se lisent plutôt bien, elles sont plutôt cool. Je vous laisse les découvrir, je vais pas rentrer dans le détail de quoi parle telle histoire, de quoi parle telle histoire, etc. etc. Gardez à l'esprit que c'est souvent des trucs du début de carrière de Eiichiro Oda, donc vous attendez pas à trouver un dessin ou à une profondeur de scénario qu'on peut retrouver dans le tome 101 d'une série qui dure depuis des années, vous voyez ce que je veux dire. Attendez-vous plutôt à voir justement la base, d'où ça part One Piece, d'où ça part Eiichiro Oda. Et ça c'est très intéressant, et vraiment quand on voit ces histoires les plus vieilles, on se dit que mine de rien, il avait déjà son style, mais on sentait un peu plus le côté amateur, et ça donne un peu d'espoir en vrai, parce que c'est-à-dire qu'un peu tout est possible, parce que bon ok il dessinait quand même dans son histoire la moins bien dessinée, entre guillemets, il dessine quand même bien, mais vous voyez, c'était pas non plus des chefs-d'œuvre ces dessins. C'est pareil pour Hiro Mashima d'ailleurs. Bon, j'y reviens souvent à Hiro Mashima. Désolé si vous l'aimez pas, mais voilà, pareil. Tu regardes Rave et tu compares à Eden Zero. Tu dis waouh, mais les auteurs ils ont un level de progression incroyable. Et du coup, même mine de rien, ça donne de l'espoir même pour les mangas qui peut-être
t'achètes un manga aujourd'hui au hasard, oh il est pas si bien dessiné. Tu te dis ça se trouve dans 10 tomes le truc il est ultra bien dessiné en fait. C'est vraiment les mangaka et à quel point ils progressent alors qu'ils ont déjà un niveau décent à la base. C'est incroyable et on peut quand même s'en rendre pas mal compte si on a lu One Piece en lisant Wanted. Donc je vous invite à le lire, je vous invite à jeter un coup d'œil. Voilà, des petites histoires sympas, rien d'indispensable, mais toujours ça de gagner. Ensuite on enchaîne sur À tes côtés, tome 1 par Megumi Morino, aux éditions Akata. Donc c'est la version 48 hors BD, qui coûte donc 2 euros, qui coûtait 2 euros j'ai envie de dire, mais peut-être que vous pouvez encore le trouver. Ça doit se faire dans certains magasins, les versions 48 en BD de cette année. Mais pressez-vous parce que, genre par exemple si vous voulez le truc 48 en BD d'il y a 2 ans, là c'est mort, hein, vous le trouverez nulle part. Ou alors d'occasion, mais d'occasion c'est difficile d'avoir des prix vraiment avantageux dans le sens où il coûtait déjà 2 euros à la base, vous voyez. Donc à part si quelqu'un vous le revend 1 euro, vous ferez pas, et voilà, vous aurez pas un bon prix quoi pour de l'occasion d'un truc qui coûtait 2 euros à la base. Donc le truc, c'est que j'avais pas du tout prévu de commencer ce manga là, je m'y intéressais pas, je savais même pas que ça existait pour être franc. Peut-être que je l'avais vu passer un jour dans un rayon quoi, mais ça m'avait pas du tout fait capter que ça existait. Le truc c'est que, bah là du coup j'ai profité des 48 heures BD, j'ai pu l'avoir. J'ai lu, c'est sympathique. Alors pour la défense du manga, histoire d'être totalement transparent, totalement honnête, au moment où je l'ai lu, moi j'étais avec une lampe frontale et ma lampe frontale elle buguait un peu, donc ça a pu dégrader légèrement l'expérience de lecture. Mais toujours est-il que ce que j'en pense, c'est que c'est un petit manga sympa pour l'instant. Moi la romance ça me parle généralement comme type d'histoire en manga, mais faut dire que là ça tangue un peu du côté shoujo de la force et les romans shoujo, généralement, je suis moins fan. Alors, je n'ai pas expérimenté beaucoup, mais je suis beaucoup plus fan du style romance shonen. Et là, c'est un peu un hybride, j'ai l'impression, parce qu'on n'est pas non plus complètement dans le shoujo à l'ancienne, on va dire, mais on reste sur du... Voyez, on suit le personnage féminin, le personnage masculin, c'est genre comment dit-on, le bishonen... qui est un peu spécial mais qui au fond est gentil et puis il est tellement doux et enfin, vous voyez le genre, c'est voilà, faut aimer quoi. Personnellement c'est moins mon style que d'autres types de romances, mais c'est tout à fait lisible. Enfin je veux dire, même si vous aimez pas le shoujo pur souche, je pense que ça se lit. C'était clairement pas désagréable à lire, et selon comment ça se développe, je pense que ça peut même devenir une série très intéressante. Mais après, je vois aussi l'autre côté du spectre où ça se développerait d'une manière qui ne me plaît pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu mitigé un peu entre les deux. Si vous avez moyen de mettre la main dessus pour 2 euros encore aujourd'hui, dépêchez-vous parce qu'à mon avis c'est pas gagné. Mais je vous invite quand même à tenter, si la romance vous rebute pas bien entendu. Enfin, je veux dire, il y a un cœur autour du logo, si vous achetez ça alors que la romance vous rebute, vous êtes un peu bizarre. Mais voilà, donc à tes côtés, à tester. Moi j'ai testé. Je continuerai pas tout de suite, mais si un jour je continue, il y a peut-être moyen que ça se développe en truc que j'aime vraiment bien. Mais aussi moyen que ça fasse l'inverse. Alors, vu qu'on était sur le 48 heures BD, on va rester sur un autre volume du 48 heures BD, le tome 1 de Goblin Slayer par Kumo Kagiyu pour le scénario, Kosuke Kurose pour le manga. Donc je suppose que c'est adapté d'un light novel. Et le design des personnages par Noboru Kanatsuki. Et c'est chez Kurokawa. Donc Goblin Slayer c'est celui que je voulais le plus des 48 heures BD, parce que bah attendez, on va même faire le compte. Pour tout vous dire, de 48 heures BD il y avait 4 mangas. Il y avait Hiromakun tome 1, The Quintessential Quintuplets tome 1, Goblin Slayer et À tes côtés que vous avez vu tout à l'heure. Hiromakun je l'ai pas pris, en même temps c'est pas grave parce que j'ai déjà le tome 1 de Hiromakun chez moi. J'ai même le reste en fait. The Quintessential Quintuplet, je l'avais déjà, mais j'ai quand même pu le prendre, donc bon, voilà, je l'ai pris. Mais du coup, vous ne le verrez pas dans cette vidéo, ni avant longtemps, parce que c'est le tome 1 d'une série que j'ai pas encore fini, et qui en plus, j'avais commencé l'animé, mais après j'ai lu le manga, du coup faudra que je reprenne l'animé un jour, donc le moment où je vais me relire un tome, ce sera pas avant très longtemps, quoi, donc... Voilà, celui-là vous le verrez pas avant longtemps. Et du coup il y avait Goblin Slayer qui était celui qui m'intéressait le plus.
Et je suis franchement pas déçu. Surtout qu'en plus on a genre le chapitre 1 de Goblin Slayer Year One à la fin, qui est genre le spin-off slash préquel, c'est la préquelle en gros Goblin Slayer Year One. Et j'ai trouvé ce manga plutôt efficace et plutôt engageant. Je comprends pourquoi ça avait fait du bruit au début, vous voyez, quand je sais pas si c'était l'animé ou le manga qui était sorti d'abord, mais quand ça avait débarqué en force, Goblin Slayer, tout le monde en parlait, tout le monde trouvait que c'était génial, waouh, voilà, trop bien. Je comprends pourquoi tout le monde a fait waouh, c'est trop génial. Parce que c'est très bien retranscrit à quel point les gobelins peuvent être perfides et dangereux, et à quel point la haine du Goblin Slayer est justifiée et forte. Cela dit, je peux peut-être émettre quelques réserves sur le long terme, parce que là, comme vous voyez sur la couverture, on voit le vieux monsieur là, et celle avec les cheveux verts là. Je ne sais pas qui c'est, parce que dans ce tome, on ne les voit pas. Vous voyez, c'est une couverture alternative, donc ça montre un peu des personnages qu'on n'a pas encore vus dans ce tome là. Et le fait est que, autant j'ai rien à redire sur ce tome 1, je veux dire, franchement, le postulat de base est très bien posé. Donc voilà à quel point les gobelins, comme j'ai dit, sont vicieux et dangereux, et qu'il faut les haïr, et que c'est justifié de les tuer, et tout ça, et que le Goblin Slayer, il les hait, et puis machin, et puis truc, et à quel point il est bien préparé pour les combattre, etc., etc. Tout ça, c'est très bien mis en place. Mais, une fois qu'on a passé cette prémisse très forte, je me demande comment les développements vont s'enchaîner. Parce que je me dis, à la longue, si vraiment c'est juste on va tuer des gobelins en boucle, ça peut peut-être devenir lassant, on va dire. Ou alors il y aurait la solution qui paraît évidente, ce serait de développer peut-être un peu plus les gobelins et tout, faire des gobelins avec des types, des gobelins avec des pouvoirs spéciaux, vous voyez, des hobgoblins, des trucs comme ça. Mais si on part trop dans des délires, genre le dragon gobelin à la fin, vous voyez, ou un truc comme ça, ça retirerait un peu du charme du fait que ouais, les gobelins ils sont forts, parce que c'est peut-être des petits trucs tout moches qui sont aussi forts qu'un enfant, mais ils sont ultra vicieux et il y en a plein. C'est ça qui fait leur force. Donc si à la fin on se retrouve avec des gobelins électriques, des dragons gobelins et des gobelins fantômes, ok, ça rajoutera de la diversité et l'intérêt persistera, mais en contrepartie on pourrait perdre ce côté très particulier qu'ont les gobelins comme ennemis. Donc je me demande comment ils vont continuer à maintenir l'intérêt sur beaucoup de tomes, sans pour autant rendre les gobelins trop différents de ce qu'ils sont maintenant. Bon, après c'est peut-être même pas la vraie question, hein, parce que voilà, je suis qu'au tome 1, j'ai juste la prémisse, moi je sais pas comment ça va se développer en fait. Ça se trouve les gobelins ça devient secondaire, et c'est plutôt les backstories des persos qui vont arriver, qui sont importantes et tout et tout. Et je ne sais pas non plus combien de tomes il y a, pour être franc, donc si ça se trouve il y a 5 tomes, et je m'embête pour rien, parce que 5 tomes, ils auront pas le temps de... Enfin, je sais qu'il y a plus, je crois qu'il y a plus de 5 tomes, mais vous voyez ce que je veux dire, bon. Des fois, je fais des plans sur la comète en m'imaginant des trucs, en essayant de comprendre, etc. Alors que c'est pas forcément nécessaire. Là, je fais peut-être ça. Mais, quoi qu'il en soit, ce premier tome était très solide, et même si je sais que je pourrais pas avant un certain temps, je compte bien continuer un de ces jours. Alors, on enchaîne sur le tome 32, édition collector de My Hero Academia, par Koji Horikoshi aux éditions Kiun. Si vous voulez une preuve que le visage sur l'édition collector est bien dessiné, ma caméra a détecté le visage tout à l'heure, donc bon voilà, au moins on sait que c'est bien dessiné. On n'avait pas besoin de la caméra, hein, mais au moins on sait. Alors cette édition collector, donc je l'ai acheté pour diverses raisons, mais entre autres, si le truc qui a poussé, c'est l'édition collector précédente qui valait vraiment le coup, je trouve. Et qui m'avait même fait revenir dans tout ce qui est collector, qui est un monde que j'avais quitté depuis plusieurs années. Mais pour être franc, celle-ci vaut beaucoup moins le coup. J'envisageais l'acheter, pourquoi? Parce qu'il y avait My Hero Academia, est-ce que c'est R? Ouais, c'est ça, My Hero Academia volume R dedans. Qui est donc un volume supplémentaire spécial bonus, un peu à l'instar du tome 0 qui avait été offert à un moment, et un peu à l'instar d'autres trucs qui sont pas encore sortis en France. Sauf que, voilà, c'est globalement un fascicule. Le tome R, c'est pas l'idéal du tout. Dedans il y a un chapitre bonus qui fait référence à un film, je pense, qui genre une sorte de teaser pour le film, un peu l'histoire des méchants du film.
Alors le papier est plus solide que ce qu'on pourrait croire. C'est pas extrait gratuit, c'est genre extrait gratuit en termes de composition, vous voyez. C'est pas un extrait gratuit, c'est un extrait gratuit mais qui serait en carton. Où toutes les pages seraient en carton, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, dans la collector on a ça, donc déjà ça c'était pas mal décevant. Surtout que j'ai vu sur Twitter qu'apparemment au Japon ils avaient des vrais tomes. C'est-à-dire, alors pas des trucs de 50 000 km d'épaisseur, hein, mais vous voyez, c'était pas un fascicule tenu avec des agrafes, c'était un tome avec, voilà, un petit tome tout fin, quoi. Et donc, on a avec ça le carnet de notes, dont franchement je me fiche, même si je dois avouer qu'il est très joli. Les artworks dessus sont vraiment très beaux, ça, je ne dirais pas le contraire. Mais franchement, je veux dire, moi je suis un collectionneur, je ne vais pas écrire dedans. Et donc ce genre de cadeau ne me sert à rien, même si encore une fois il est très très joli, je ne cracherai pas là-dessus, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, c'est une collector plutôt décevante dans l'ensemble, et en plus de ça, alors vous allez me dire, vous les experts de My Hero Academia, hop, si cette jaquette c'est une jaquette différente ou si c'est la même que la normale. J'ai l'impression que c'est la même que la normale. Ou en tout cas, si c'est une jaquette différente, je suis déçu que ce ne soit pas la même que sur la boîte. Parce que j'aimais beaucoup l'illustration sur la boîte, moi. Donc, vous voyez, j'aime bien l'harmonie des couleurs et tout. Je trouve que c'est plutôt cool. En plus, ça met en avant un personnage qui est important dans ce tome-ci. Voilà. Donc, ensuite, concernant le contenu du tome en lui-même, on poursuit là où on s'est arrêté à la fin du tome 31. Donc, vers un nouvel arc... très différent d'habitude et qui présage d'une fin proche du manga. Oui, parce que ça c'est important, faut que j'en parle. La dernière fois qu'on avait parlé de My Hero Academia, j'avais dit que l'arc qui venait de se finir, c'était un peu, à mes yeux, un potentiel Marineford de My Hero Academia, entre guillemets. Vous voyez, c'était le gros arc de milieu qui allait nous rediriger vers une deuxième partie et qui allait voilà, servir de marqueur du milieu de l'aventure, de marqueur d'évolution, etc., etc. Et il s'avère qu'on m'a fait remarquer dans les commentaires que apparemment l'auteur aurait dit récemment, récemment que le manga était très proche de sa fin et que on entrait dans la dernière partie en fait au moment à cet arc voilà qui commence à la toute fin du tome 31. Et du coup on m'a fait remarquer ça et moi j'étais ah oui d'accord. Ah donc ça change un peu la donne. Je me demande comment ça va s'articuler du coup après. Il faut avouer que c'est très surprenant pour une série de l'Academy My Hero Academia qui est quand même un des seuls mangas qui est unanimement reconnu comme étant au moins on va dire un digne successeur spirituel à des trucs comme Naruto, Bleach, etc. Là où les autres font un peu plus débat, etc. My Hero Academia c'était vraiment le seul qui avait réussi à se hisser directement au stade de... Eh salut One Piece, on est potes, pas vrai? Oui, My Hero Academia, on est potes, on est tous les deux les plus forts du magazine. Donc voilà, c'est surprenant qu'il n'y aille pas au moins jusqu'à la 50aine de tomes, vous voyez. Mais bon, pourquoi pas après tout. Et donc moi je me suis dit, bon ok, on m'a dit, c'est bon, je le sais maintenant que ça va bientôt finir, curieux de voir comment ça va s'articuler du coup, etc. Mais sauf que, moi on m'avait dit que c'était la dernière partie qui allait commencer. Je me suis dit, ouais, une partie, ça peut durer... ça se trouve, la partie, elle fait 25 tomes, quoi. Bon, c'est pas probable, mais c'est une possibilité. Sauf qu'en fait, là, au début de dans le petit texte du rabat de la jaquette, là, de ce tome 32, il nous sort, genre, vraiment que la fin approche, quoi. Genre, mais vraiment, vraiment. Et là, ça m'a fait vraiment réaliser à quel point, en fait, la fin était proche. Moi, je pensais pas que ce serait si proche que ça. J'ai vraiment l'impression que dans 2 tomes, là, ça peut se finir, l'histoire. Là, on est vraiment dans une situation critique, beaucoup plus critique que ce que je pensais en lisant le tome 31. Je pensais pas que ça partait autant en cacahuète, en fait, l'univers de My Hero Academia à ce moment-là. Et, pour être franc, je dois même un peu réviser ce que j'ai dit potentiellement au tome 31, parce que moi j'avais un peu reproché, c'est un truc que je reproche quand même de My Hero Academia de manière générale, mais j'avais reproché encore une fois plus spécifiquement à ce moment-là, l'alternance des rythmes qui était un peu moyenne sur les enjeux, etc. Et là, je dois avouer que
moi j'étais parti du principe que c'était voilà un gros arc de milieu, ou un gros arc, bon peut-être pas de milieu, mais vous voyez, pas si proche de la fin que ça, quoi. Mais si le gros arc qui s'est fini, le tome d'avant, c'était un gros arc, genre c'était la préface à la fin, je peux comprendre du coup que la tension retombe moins en fait. Ce problème de rythme me paraît plus, on va dire, justifié. Ça me paraît moins raté, on va dire, que niveau gestion de la tension, si le but c'était d'amener vers l'arc final. Parce que oui, ok, si on est dans les deux arcs finaux, oui, là tu peux faire un max de tension, ne pas trop la faire redescendre et surenchérir après. Ça c'est jouable vers la fin du manga sans que ça paraisse injustifié. Pour le coup, ouais, je retire peut-être un peu ce que j'ai dit. Alors faut déjà voir combien ça s'enchaîne après, parce que bon, on sait jamais quoi. Il y a, on va dire, une petite touche d'espoir qui se rajoute à la fin de ce tome, donc peut-être que ça va repartir dans des délires bizarres d'alternance de tension. Mais voilà, là je révise un petit peu mon jugement sur ce que j'avais dit du tome précédent. Et peut-être que c'est mieux enchaîné que ce que je pensais. Donc ça c'est une bonne chose qui est apportée par le fait qu'on s'approche de la fin. Donc plutôt intéressant. Il mentionne, l'auteur, Koji Horikoshi, dans ce tome-ci, la possibilité de faire peut-être un spin-off sur un personnage. Alors il dit, ouais, bah, je sais, j'aimerais bien le faire, mais je sais que je le ferai pas parce que je serai en train de dormir ou un truc comme ça. Enfin, il dit un truc dans le genre, vous voyez, un peu autodérision, tout ça. Mais je me dis que c'est une vraie possibilité. Parce que vu que son manga, qui a un énorme succès, va finir beaucoup plus tôt qu'on ne l'aurait pensé, et qu'en plus, on a bien vu que Koji Horikoshi, c'était pas du tout le plus réfractaire à avoir des spin-offs, je veux dire, je sais pas si vous vous rendez compte, le gars, pendant l'apparition de son manga assez tôt, il a décidé que, ok, c'était bon, venez, on fait un spin-off qui se passe avant, dans le passé, et il est canon, et je parle de Vigilante, hein, et il est canon, et du coup, il y aura des ping-pong entre les deux parfois, et puis du coup, le gars, il s'est bloqué un max sur les possibilités de développement de son univers, ce qui est pas forcément un mal, hein, ça va peut-être empêcher qu'on parte n'importe comment, mais en mettant un truc qui se passe dans le passé, un spin-off qui se passe dans le passé en parallèle et assez tôt dans la publication de son manga, et il s'en est plutôt bien sorti. Donc moi je pense que Koji Horikoshi est pas du tout réfractaire à faire des spin-offs, ou des side stories, ou des trucs dans le genre, et pas du tout, ou des préquels, ou des suites, enfin vous voyez. Et en plus, là il mentionne directement la possibilité, donc à mon avis, si vous êtes fan de My Hero Academia, pas de panique. Même si ça se termine, je pense que... peut-être qu'il va faire une petite œuvre assez courte entre deux ou je ne sais quoi, mais je pense que My Hero Academia, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et là, en plus, je mets de côté le fait que le Shonen Jump et la Shueisha et tout ça vont un max capitaliser dessus. Hein. Je mets de côté tous les spin-offs pour l'argent. Vous voyez, rien qu'en comptant la volonté de Koji Horikoshi de peut-être faire des spin-offs de temps en temps, peut-être développer, greenlighter même des trucs par d'autres auteurs, etc. Je pense vraiment que c'est loin d'être mort My Hero Academia. Même si personne ne pensait ici que ce serait mort très longtemps, hein, on est d'accord. Mais je pense vraiment qu'il y a la possibilité que ça devienne une sorte de gros univers étendu. Surtout que pour un truc adapté de comics, s'il y a une histoire à un moment de what if ou de quoi que ce soit, il y a un moyen d'ouvrir une brèche qui permettrait mais tellement d'œuvres sur ce manga. Donc franchement c'est le meilleur candidat en plus pour avoir plein de spin-off de trucs comme ça. On va déjà profiter de la fin de My Hero Academia, mais je suis quand même curieux de voir ce que ça nous réserve à l'avenir. Hein. Alors, le manga suivant, c'est le 8ème fils, tome 2, 3 et 4. Le manga par Hiroki Kusumoto, l'œuvre originale par Y.A, le character design par Fuji Shoko, aux éditions Delcourt Tonkam. Alors, le 8ème fils, donc pour rappel vite fait, j'avais vu l'animé à l'époque, il est sorti... a plutôt un bon délai, je trouve, du moment où j'ai vu l'animé, c'est-à-dire suffisamment longtemps pour que j'ai un peu oublié, mais suffisamment court pour que ce soit encore... disons que j'ai reconnu l'œuvre directement, quoi, quand ça a été annoncé. Et du coup, je lis sans grand souvenir de l'animé. Et c'est très très bien, enfin, je retrouve un peu, voilà, mes impressions que j'avais quand je regardais l'animé, hein, en tout cas c'est le sentiment que j'ai là, parce que c'est une histoire très sympathique en fait, c'est genre tu suis l'histoire, c'est très sympathique, il se passe des trucs, il y a des développements. Pour l'instant,
l'histoire suit son cours. J'ai pas non plus grand chose d'énormissime à pointer du doigt, quoi. C'est petite histoire sympathique qui fait son travail très très correctement. Le manga vaut bien l'animé, j'ai l'impression. D'ailleurs, je me suis revu les... je comprends pas comment je l'avais oublié. Je me suis revu l'opening de l'animé parce que j'aime bien me regarder, m'écouter les openings juste avant d'aller lire le manga en question, quand je sais quel manga je vais lire, vous voyez. Et ben, je me suis réécouté l'opening. J'avais oublié à quel point il était épique l'opening. Vraiment, écouter l'opening du 8ème fils, c'est ultra épique. Alors par contre, en japonais, ça s'appelle pas le 8ème fils, ça s'appelle Hachinante quelque chose. Mais tapez Hachinante opening, vous allez trouver. Vraiment, le 8ème fils, c'est un manga à ne pas sous-estimer, je pense. Un manga qui peut apporter pas mal de moments sympathiques. Après, bon voilà, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui considère ce... Enfin, quoique. Mais je pense pas qu'on trouve beaucoup de monde qui considère ce manga comme son chef-d'œuvre personnel ou sa pépite ou quoi que ce soit. Mais si vous êtes amateur du genre comme moi, c'est vraiment un très bon élément et il n'y a absolument rien à lui reprocher de trop présent dans ce manga. Donc, pour moi, c'est du tout bon. Bon, alors, avec Masamune-kun's Revenge, il s'est passé un truc un peu spécial dont je vais parler juste après. Mais avant, je vais vous montrer quel tome j'ai lu. Donc ce mois-ci, j'ai lu... Ah oui, d'abord, c'est par Azuki Takeoka pour l'œuvre originale. Et l'adaptation manga est par Tive. Donc, Masamune-kun Revenge, j'ai lu le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Alors, il n'y a pas beaucoup de tomes hein, de mémoire, donc pas de série à rallonge ici, hein. On est sur un truc qui va se finir... je crois qu'on est à peu près à la moitié, je crois qu'il doit y avoir une douzaine de tomes, peut-être même une dizaine. Donc voilà, on est vraiment... Peut-être une quinzaine? Non, je sais plus. Mais on est vraiment pas loin de la fin. Enfin si, techniquement on est genre à la moitié, donc on est un peu loin de la fin. Mais vous voyez, au sens où ça va pas durer 50 tomes cette série, pas de panique, c'est déjà une série finie, donc on le sait. Donc c'est une romance, Masamune-kun's Revenge. Pour rappel, c'est aux éditions Meian d'ailleurs. Pour rappel, vite fait, j'avais vu l'animé. Et pour le coup, pour cette fois, autant pour le 8ème fils, ça servait à rien de le rappeler. Autant là, c'est important de le rappeler. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé un truc assez spécial, auquel je ne m'attendais pas du tout. Je me demande si Meian, ils ont pas des espions dans les studios japonais, parce que ça paraît tellement probable. Pour vous faire un peu la chronologie du truc, il y a Masamune-kun's Revenge. Bon, le manga sort au Japon, voilà, il fait sa vie. L'animé sort. Quelques temps après, pas trop longtemps, moi, je vois l'animé, ok. Voilà, quelques années passent. Meian annonce que le manga sort en France. Alors moi, je suis tout content parce qu'il nous avait déjà fait le coup avec Tombé du ciel juste avant, qui était une excellente surprise. Et là, ils nous refont le coup avec un animé que j'avais vu il y a quelques temps. Encore mieux, quoi, tu vois, il se surenchère, c'est trop bien. Du coup, bah, je m'empresse de l'acheter, voilà, je le lis, j'ai lu les 2 premiers tomes avant d'arriver à ceux-là, forcément. Et là, un peu avant que je me lise enfin ceux-là, qui attendaient depuis assez longtemps, qu'est-ce qui se passe? Ils annoncent une saison 2 à l'animé, plusieurs années après. Je m'y attendais pas du tout. Parce que on aurait pu se dire, bah si, pourquoi tu t'y attendais pas? Regarde, le manga il sortait, c'était d'actualité, tout ça. Mais je vous rappelle que le manga il sort en France, hein. Au Japon, il est fini depuis longtemps, le manga. C'est vraiment genre... Meian, je vous dis, soit ils ont un espion quelque part, ou des potes qui leur ont dit eh ouais, on travaille sur Masamune-kun en ce moment, vas-y, publie-le, c'est une bonne idée. Ou soit, vraiment, c'est le hasard, mais le hasard fait tellement bien les choses. Meian, vous avez fait un coup de maître, je suis très content pour vous, parce que vous méritez cette récompense, parce que du coup, ça va ramener un peu de lumière sur la série. Vous méritez trop cette récompense potentiellement inattendue, parce que ce manga, vous l'avez sorti alors que bah, il n'était plus d'actualité, et là il revient d'actualité. Ça c'est vraiment génial. Après le truc, c'est que moi ça me pose un problème en fait dans l'absolu. Alors, je vais réexpliquer parce que j'en parle souvent, mais bon, je me doute qu'il y a des gens qui débarquent à chaque fois, à chaque nouvelle vidéo. Moi j'ai un truc qui s'appelle le dilemme de la saison 2. Alors, on a appelé ça le dilemme de la saison 2 par convenance, parce que ça concernait surtout les saisons 2 au moment où je l'ai dit. Mais ça marche pour des saisons 3, ça marche pour des saisons 4, ça marche pour n'importe quoi. Un film, ça peut marcher pour n'importe quoi. Ce dilemme de la saison 2, en quoi ça consiste? L'idée, c'est que vous voyez, moi je regarde des animés. Bon,
il fut un temps, je regardais surtout des vieux trucs, mais depuis quelques années, je regarde surtout des trucs récents. Et le truc avec les trucs récents, c'est que des fois ça marche bien. Et quand ça marche bien, ça attire l'œil d'éditeurs. Ce qui fait que moi, je regarde un animé, je le trouve bien, je fais « Ouais, c'était cool comme animé !» Après coup, quelques mois après, quelques semaines des fois, peut-être un an après des fois, ils annoncent quoi? Un éditeur français annonce « Oh, on sort le manga de tel animé !» Et moi je suis en mode « Cool, super, c'est génial, c'est un animé que j'avais bien aimé, le manga sort en France, génial !» Qu'est-ce qui se passe ensuite? La saison 2 est annoncée, ou la saison 2 sort, ou la saison 2... Voilà, donc ça, je vous ai dit, ça marcherait pour une saison 3, pour une saison 4, pour un film, ça marche pour n'importe quoi hein, dans l'idée, mais voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle le dilemme de saison 2. Parce que moi, j'aime pas suivre une œuvre sur plusieurs supports en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mon délire de lire le manga, regarder l'animé, jouer au jeu, adapter, etc., tout en même temps. Ça, je trouve que ça n'a aucun intérêt parce que en fait, c'est redondant et tu t'ennuies. Alors qu'en plus, c'est une super opportunité de revivre la découverte, mais plusieurs années plus tard. Vous voyez, moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, je regarde l'animé, plusieurs années plus tard, je lis le manga, plusieurs années plus tard, je joue au jeu qui réadapte les événements de l'animé et du manga, plusieurs années plus tard, je lis le light novel, plusieurs années plus tard, vous avez compris le délire. Moi, j'aime bien, justement, plutôt que de créer une overdose en regardant et en faisant la même œuvre en même temps, et ben autant les séparer pour justement avoir une sorte de plaisir de redécouverte plusieurs fois d'affilée. Et ça c'est génial. Mais le problème du coup là, c'est que dans ces dilemmes de la saison 2, en gros, j'ai commencé sur un animé, le manga sort et je l'ai acheté, et là il y a une nouvelle saison de l'animé. Donc en gros à ce moment-là, je dois faire un choix de support pour ne pas justement faire tous les supports en même temps. Sauf que généralement c'est assez complexe comme choix, parce que j'ai commencé par l'animé, et c'est ce qui m'a fait aimer la licence, mais dans le même temps j'ai toujours priorisé plutôt les mangas personnellement. Donc dans ce genre de cas de figure un peu complexe, je sais rarement quoi faire. Alors j'ai pris des décisions récemment, je vous en parlerai peut-être quand les mangas concernés apparaîtront. Alors ils peuvent apparaître dans très longtemps, c'est en rapport avec la décision que j'ai prise. Mais si un jour il y a un spin-off ou quoi que ce soit sur la série en question, je vous en parlerai. Les séries concernées, c'est pour l'instant Arifureta, Otome Game, Hiromakun. Et Persona 4 pour une raison que je vous expliquerai au moment venu. Et techniquement, du coup, maintenant il y a Masamune-kun Revenge à cause de la saison 2 qui a été annoncée, qui est concernée aussi, mais je pense que je vais rester sur le manga parce que bon, on est presque à la moitié, c'est bon, je vais pas... Tant pis, je regarderai la saison 2 dans longtemps et éventuellement je me reverrai la saison 1 ou je relirai le début du manga, enfin on verra. Je suppose que ça passera. Kaguya-sama est potentiellement à risque aussi, même si pour l'instant le décalage animé-manga me paraît jouable. Et un autre manga que vous verrez plus tard dans cette vidéo est aussi concerné, mais bon, c'est un peu compliqué toute cette histoire. Tout ça pour dire que le nouvel animé en fait c'est une excellente nouvelle, la saison 2, mais dans le même temps ça me met un peu dans les problèmes quoi. Ça me fait voilà, ça fait chauffer mon cerveau toutes ces histoires de quel support je privilégie, qu'est-ce que je fais, oh là là j'en fais en même temps, ou qu'est-ce que quoi, ah. Et en plus souvent pour ces trucs là c'est même pas tout le temps la même réponse, parce que des fois faut prendre en compte que le manga il se publie très vite, du coup il dépasse vite l'animé, ou au contraire il se publie très lentement, donc je peux peut-être essayer de le lire en parallèle mais avec un décalage pour que ça me rappelle le début pendant que je regarde la suite. Enfin, c'est très complexe pour rien, et je sais que c'est un délire qui est sans doute propre à moi à un certain degré. Il y a des gens que ça gêne pas du tout de se lire le manga et puis de la semaine d'après de se regarder l'animé qui parle exactement du même arc, puis la semaine d'après de jouer au jeu adapté qui a exactement le même scénario, puis la semaine d'après, etc. Moi je préfère quand tout est séparé et garder à disposition ces manières de revivre la même histoire mais de manière différente. Je trouve ça très précieux et j'espère les utiliser à bon escient quoi. Bon voilà. Masamune-kun en soi-même, parce que j'ai pas trop parlé de ce qui s'est passé, en même temps c'est une comédie romantique, vous voyez, à part si je vous dévoile des relations entre les personnages, etc., j'aurais un peu du mal à
vous rentrer dans les détails, hein. Je vais quand même rappeler ce que c'est, vu qu'on en a parlé qu'une fois avant, je crois, dans ces vidéos. C'est en gros l'histoire d'un gars qui, quand il était petit, était un peu gros, et du coup, il avait eu une amie, quoi, dont il était amoureux, qui, à un moment, l'insulte et le traite de pied de cochon, je crois, en français. Et en gros lui dit je veux plus jamais te voir, t'es gros, t'es nul, dégage. Et du coup lui ça l'a traumatisé et il est devenu méga musclé, enfin en mode pas bodybuilder quoi, vous voyez, mais en mode fitness quoi. Genre le gars il fait des ponts tout le temps, il fait attention à ce qu'il mange, etc. Et son but c'est maintenant qu'il est au lycée, séduire la fille qui l'a rejeté, qui l'a insulté et tout, et la rejeter juste après pour qu'elle ressente la même blessure que lui il a ressenti. Mais ça se passe pas comme prévu, et il y a d'autres persos qui arrivent dans l'histoire, et etc., etc. Comme j'ai dit, je rentre pas dans les détails, parce que autant que vous découvriez vous-même les relations entre personnages, d'autant plus que si vous êtes plutôt animé maintenant, il y a des chances que toute l'histoire soit adaptée en animé, vu qu'il y a une saison 2, je pense que même si la saison 2 adapte pas tout, on aura le droit à une OAV ou une saison 3 après pour conclure le truc. À mon avis, s'ils remettent l'animé sur la table, c'est que ils vont aller jusqu'au bout ce coup-ci. Donc voilà, je vous invite à lire ou à regarder Masamune Kun's Revenge. Surtout que là, si je ne m'abuse, alors après mes souvenirs sont un peu flous de l'animé, mais on arrivait à peu près là où l'animé s'est arrêté. Donc, la suite, ce sera le contenu de la saison 2, que du coup je ne regarderai pas tout de suite. Enfin, pas quand elle sortira tout de suite. Vous avez compris ce que je veux dire. Alors ensuite, c'est Mushoku Tensei tome 15 par Fujikawa Yuka, d'après l'œuvre de Rifujin Magonote, pardon, je fais tout le temps la faute, et le character design par Shirotaka. Alors, chez Doki Doki. Vite fait, avant de partir sur le manga, je précise au cas où, les voisins écoutent de la musique là depuis que je parle de Masamune Kun, donc si jamais vous entendez une petite musique en fond qui vous dérange et tout, je suis vraiment désolé. Mais je pense pas pouvoir me permettre d'arrêter le tournage en plein milieu là comme ça. J'ai déjà, pour tout vous dire, il y a eu des tas d'imprévus. Cette vidéo était censée être tournée une semaine plus tôt. Et je veux pas savoir quel imprévu j'aurai au montage qui feront que la vidéo sortira en retard comme d'habitude. Donc je m'excuse par avance si vous entendez un petit bruit derrière. Si vous n'entendez rien, c'est pour le mieux. J'espère que c'est le cas. Toujours est-il que Mushoku Tensei, donc rentrons dans le vif du sujet. Mushoku Tensei, donc qui est une œuvre que j'adore, entre là dans un petit arc de personnage où on développe enfin Sylph. Et ça c'est très très cool parce que c'est vrai qu'on nous la met sous le nez Sylph, mais qu'on n'en fait pas grand chose depuis le début de cet arc de l'école là. Et là enfin, là ça y va à fond quoi. Si vous voulez, là c'est le tome où on commence à développer à fond la relation entre Rudeus et Sylph. Et ça c'est génial, parce que moi j'aime bien tout ce qui est romance, et là du coup ça s'articule sur la relation entre deux personnages qui sont amoureux du coup. Et je suis très pressé du coup de lire la suite, qu'il y ait les révélations, etc. Et qu'on voit comment ça se goupille tout ça, surtout que visiblement vu ce qu'on nous dit du prochain tome, ça sera sur cette lignée là, vous voyez, ils vont pas faire demi-tour en mode ah non, on va pas aller trop vite non plus sur cette histoire de romance parce que on va encore tenir 50 000 tomes. Non, à mon avis, là ça va aller jusqu'au bout de l'histoire et on va avoir le fin mot de l'histoire sur comment est-ce que Sylph va révéler sa véritable identité, comment Rudeus va le prendre, etc. Très pressé de la suite. Donc voilà, gardez en tête que cette histoire, à mon avis, va arriver à son terme, enfin cet arc de personnage va arriver à son terme d'ici quelques tomes je pense, et je suis très curieux de jusqu'où ça va aller. Le manga suivant c'est le tome 1 de Ghost Girl aux éditions Delcourt Tonkam par Akisa Saike. Donc c'est un tome 1, donc va falloir que je vous résume un peu de quoi ça parle je pense. Mais avant ça, je tiens à préciser que c'est un manga par l'auteur de Rosario plus Vampire. Et à ma connaissance, alors peut-être qu'au Japon il y a eu des trucs qui sont pas sortis en France, mais à ma connaissance son seul autre manga c'est Rosario plus Vampire. Donc j'étais très intrigué quand j'ai lu ça, parce que Rosario plus Vampire c'est un manga que j'aime beaucoup, que ce soit l'animé ou le manga qui pourtant ont des ambiances assez différentes par moment. Mais j'aime beaucoup les deux. Malheureusement le manga est très dur à trouver, il me manque quelques tomes de la saison 2, ouais parce que c'est un des rares mangas qui est découpé en saison. Donc je disais, il me manque quelques tomes de la saison 2 et du coup je peux pas les lire et du coup ça me frustre depuis des années.
Et un jour je trouverai ce qui me manque, et un jour je pourrai lire tout Rosario plus Vampire, et j'aurai vu tout l'animé et lu tous les tomes, et je serai content. Mais voilà, tout ça pour dire que du coup, en attendant, je vais me replier un peu sur Ghost Girl. Alors le concept c'est quoi? Une actrice un peu ratée de série B, qui notamment a joué un personnage qui s'appelait Ghost Girl, et qui, genre, je sais plus, combattait des fantômes ou un truc comme ça, va se retrouver mêlée à une histoire de fantôme dans la vraie vie qui s'est échappé, et va devoir faire équipe avec le bonhomme là que vous voyez, qui est une sorte d'esprit. Je l'ai lu au début du mois, donc mes souvenirs sont plus exacts, mais voilà. En gros, c'est ça le concept. Plusieurs trucs intéressants. Déjà, je m'attendais à un truc plus shonen, entre guillemets. Parce que c'est classifié comme un shonen, il me semble. Ouais, c'est marqué shonen là. Hop. Bon, après, je sais que shonen, c'est surtout le magazine dans lequel c'est publié qui décide, mais je m'attendais pas à une situation comme ça, parce que si vous voulez, généralement dans les shonen avec de la romance, on est plutôt sur une situation de harem. Bah, le meilleur exemple c'est Rosario plus Empire, voilà. Rosario plus Empire c'est exactement ça, vous voyez, c'est un gars, et il va dans une école de monstres, et il y a son petit groupe d'amis là qui sont toutes plus ou moins amoureuses de lui, qui sont des filles monstres, ou des filles sorcières, ou des... voilà. Et il vit des aventures, etc. Là j'ai l'impression qu'on est plus dans une situation de harem inversé, c'est-à-dire que la fille a l'air de constituer autour d'elle une petite équipe de gars, avec qui parfois elle fusionne pour faire des formes. Ça je trouve que c'est très cool comme concept, parce que du coup selon avec qui elle fusionne, elle a pas l'air d'avoir la même forme. Ça c'est vraiment une idée plutôt sympa, et du coup c'est assez surprenant. Alors pour l'instant c'est pas poussé à un degré qui m'embête moi personnellement, mais après je vous avoue que je suis quand même beaucoup plus romance, comme j'ai dit plus tôt, shonen. Moi je suis plus romance où le personnage central c'est le perso masculin, et où éventuellement s'il y a plusieurs persos remplaçables, il y a genre une sorte de harem ou quoi que ce soit. Alors que là on est dans un cas de figure où c'est le perso féminin qui est au centre de l'histoire, et où apparemment il y a pas mal de persos masculins qui vont venir avoir une tension romantique avec, ou quoi que ce soit. Du coup l'aspect romance va peut-être moins me toucher sur celui-ci, mais il y a quand même le côté action et le côté un peu mystère même, qui sont très très bien joués je trouve, et qui franchement m'intriguent. Après je pense pas que ça arrivera au niveau de Rosario plus Empire, il y a très peu de chances. Après éventuellement peut-être s'il y a un délire de crossover à un moment. Vous voyez, s'il y a un délire en mode eh oui en fait Rosario plus Empire ça se passait dans le même univers depuis le début, parce que pour l'instant rien ne semble l'empêcher. Alors je sais plus s'il y a des fantômes ou pas dans Rosario plus Empire, mais franchement il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des sorcières, il y a tous les trucs magiques et toutes les bestioles que tu peux imaginer, donc je vois pas pourquoi il y aurait pas de fantômes. Franchement, voilà, à part si ça devient une sorte de suite entre guillemets de Rosario plus Empire, et que tu vois les personnages débarquer à un moment, je vois pas comment ça pourrait surclasser Rosario plus Empire que j'aime beaucoup. Mais dans le même temps j'espère que ce sera pas un truc comme ça, parce qu'en fait j'ai pas fini Rosario plus Vampire concrètement. Je crois que l'animé il finit pas sur une vraie fin, et que le manga du coup j'ai pas pu lire la fin, comme je vous ai dit il me manque des tomes de la saison 2, donc voilà. Je sais pas trop comment le prendre par rapport à Rosario plus Vampire. En soi-même par contre ça se vaut totalement, en soi-même je le conseille. Si vous n'avez pas lu Rosario plus Vampire, et que vous n'avez pas envie de partir à la chasse aux fantômes là pour... un fantôme d'ailleurs, c'est à propos, mais si vous n'avez pas envie de partir à la chasse aux fantômes pour trouver les tomes, bon bah rabattez-vous sur Ghost Girl aussi pour voir si vous aimez le style. Parce que c'est pas impossible, j'aimerais bien moi... Souvent quand il y a ce genre de série qui sort, on va peut-être en parler après d'ailleurs, ça ouvre un peu une opportunité de réédition des séries précédentes de l'auteur. Vous voyez, si Ghost Girl ça fait un énorme buzz et que tout le monde adore, et que ça se vend comme des petits pains, bah Delcourt Tonkam ils vont faire on fait une réédition de Rosario plus Vampire et on met un sticker par l'auteur de Ghost Girl dessus. Vous voyez le délire? C'est pour ça moi j'espère sincèrement que cette œuvre se vendrait comme des petits pains, comme s'ils rééditeront Rosario plus Vampire. Peut-être. Après, en vrai ça mange pas forcément, parce que Rosario plus Vampire, je vous ai dit, il me mange juste quelques tomes. Donc si je rachète toute une édition depuis le début, j'aurais une édition presque complète à côté, ce serait un peu bête quoi. Mais voilà. Donc bon.
c'est un peu dommage dans un sens, je trouve que pour ce genre d'œuvre, j'arrive pas à me sortir de la tête les œuvres précédentes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que bah souvent quand on parle d'Eden Zero, je vous parle un peu de Fairy Tail avec, souvent quand on parle de Ghost Girl, enfin là on parle de Ghost Girl, je vous parle de Rosario plus Vampire avec. Mais c'est aussi le cas pour d'autres œuvres, je pense que voilà, je fais peut-être un peu une fixette sur les œuvres précédentes des auteurs, etc. Ne croyez vraiment pas que Ghost Girl vaut pas le coup, parce que je vous ai dit que c'est qu'à mon sens c'était moins impactant que Rosario plus Empire ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste moi qui fais des fixettes sur des trucs. Ghost Girl, je pense que ça peut trouver son public. Et d'ailleurs j'en fais partie. Pour le moment en tout cas. Alors, Rent a Girlfriend par Reiji Miyajima aux éditions de Noévé Graphics, tome 3, 4 et 5. Donc avant tout, avant que j'oublie, parce que je me connais, les petites cartes, boum, et oui, les cartes Rent a Girlfriend qui vont avec les tomes, je vous les ai montrées comme ça, et j'ai pas oublié. Alors du coup, qu'en est-il de ces tomes qui donc sont ma deuxième lecture en rapport avec Rent a Girlfriend, vu que j'ai déjà lu les tomes 1 et 2 avant, bien entendu, et que du coup j'ai lu ces 3 tomes d'affilée également. Je trouve que ça se développe dans mon sens. Donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'entends par de mon sens? Le truc qui me gênait un petit peu dans l'idée de Rent a Girlfriend à la base, c'était qu'il y avait un côté peut-être un peu cynique, un peu réaliste à cette romance, vous voyez. On n'était pas sur du Nisekoi, on n'était pas sur du We Never Learn, on n'était pas sur du quintessentiel quintuplette, on était sur une forme de romance qui se démocratise de plus en plus dans les mangas et animés, je trouve. Une romance, voilà, un petit peu, qui essaie d'être un petit peu réaliste, un petit peu cynique, en parlant de sujets ou de manière moins romancée, vous voyez, moins fleur bleue, on va dire, moins oh le grand amour, moins oh la pureté, tout ça, un peu plus, on est dans le vrai monde, machin fait des manigances pour attirer l'attention, machin fait tel travail, fait semblant d'être la petite amie de plein de gens, etc. Voilà, peut-être ce côté moins fleur bleue, moins romancé. Et du coup, ce qui me faisait peur, c'est que ça parte trop à fond là-dedans. Parce que moi, ça me gêne pas dans l'absolu que voilà, il y ait des petites nuances, que ce soit pas, ouais, bah ok, c'est pas le coup de foudre, c'est pas un machin, ok. Pourquoi pas, ça peut me plaire quand même. Mais si ça part trop dans des... Si ça veut faire un peu trop... ouais, regarde, en fait, la vie, elle est dark et tout, et puis elle est compliquée, et puis machin. Ça peut vite me perdre un peu, vous voyez. Je peux vite ne plus trop y trouver d'intérêt. Si on essaie trop de jouer avec mes émotions pour me faire comprendre que, ouais, bah c'est la vraie vie, hein, c'est compliqué, hein. Du coup là je suis plutôt content de voir comment ça se développe parce que en gros dans la romance le gars il y avait 2 personnages féminins à ce moment au moment du tome 2. Il y avait elle qui donc est sa fausse petite amie, mais qui au fur et à mesure des tomes on voit qu'ils se rapprochent, donc voilà, ça rajoute un peu de sincérité à tout ce mélange, vous voyez. Déjà à la fin du tome 2 tu sentais qu'ils allaient se rapprocher vu qu'il y avait le gars lui sauvait la vie. Ensuite, il y a l'autre fille qui n'est pas sur une de couverture là, qui est l'ex-petite amie du héros, qui elle était la plus, on va dire la plus virulente, la plus réaliste entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, la plus cynique, la plus, tout ce que je vous ai raconté avant, vous voyez ce côté ouais c'est pas tout rose quoi, mais qui visiblement est un peu en mode jalouse, triste, vous voyez en ce moment là qu'elle est pas trop dans l'histoire, mais elle est un peu en mode jalouse, triste quand on la voit. Qui montrerait une certaine sincérité de ses sentiments, etc. Pareil, qui rend le truc un peu plus lisse, qui me plaît un peu plus, ça glisse un peu mieux, je trouve. Et il y a un nouveau personnage donc qui est introduit dans cet tome-ci, qui est elle, qui est pareil, un personnage qui, alors à la base, pareil, a l'air un peu plus nuancé tout ça, mais qui quand même finit par développer une sorte d'amour sincère envers le héros. Et du coup, ça c'est plutôt cool d'avoir un amour sincère assumé, ça rajoute encore, voilà, ça rajoute un peu de miel, un peu de baume à toute cette histoire qui était jusque-là assez rugueuse. Bon, les métaphores, hein, les métaphores, vous les comprenez, je pense. De genre, voilà, c'était un truc un peu trop sérieux, peut-être à mon goût, un peu trop réaliste, qui s'adoucit, je trouve, avec le temps, qui devient de plus en plus, qui trouve de plus en plus son rythme de romance, vous voyez. Le perso, pareil, le perso masculin, il a l'air beaucoup moins perdu
dans ces nouveaux tomes. Il a l'air, voilà, de trouver un peu son rythme, même s'il lui arrive des tas de trucs un peu fous et qu'il doit courir partout, etc. Mais voilà, il commence, je trouve, à moins être victime des événements. Et le tout nouveau perso qui est genre introduit à la fin du tome 5 ou un truc comme ça, a l'air tout à fait timide, tout à fait gentil. Alors c'est peut-être un perso avec une face cachée qui en fait est méchante et tout, ou je ne sais quoi. Mais du coup c'est pas un perso qui va me gâcher le truc, quoi. J'ai l'impression que toutes ces romances prennent une direction qui va dans mon sens, qui me plaît, sans pour autant renier leur postulat de base d'être un peu plus... voilà, on parle quand même de petite amie allouée et tout, donc il y a toute une histoire de insincérité, etc. Sans renier ce postulat de base là, on arrive quand même sur un truc qui au final est plus lisse. C'est franchement une série qui me déplaît pas et je suis content d'avoir commencé. Même si du coup ça reste quand même pas dans mon top des romances, quoi. Ça a commencé genre au quêtière et là vu les développements, on passe sur du ah ouais c'est sympa, j'aime bien, ouais ok ouais allez. Et je suis curieux de voir comment ça va partir. Surtout que le nouveau perso féminin là qui est introduit, je crois qu'il a un spin-off qui va sortir dans pas si longtemps que ça en France. Donc je me demande à quel point son rôle sera important. Parce que ce personnage-là est sur les vieilles cartes Red to Girlfriend que j'ai. Je sais plus si c'était celle qui était offerte ou si c'était celle qui était dans les tomes. Mais j'ai une carte où il y a genre les 4 persos féminins. Et du coup il y a ce perso féminin qui est très timide. Mais ce perso très timide a son propre spin-off. Donc je me demande comment ça va se goupiller tout ça. Parce que je vois mal... Enfin... Est-ce que ça veut dire que si elle a son propre spin-off, que c'est pas un perso important de Red to Girlfriend? Ou est-ce que c'est juste une sorte de spoil parce qu'en fait le spin-off il est sorti après et du coup en fait on sait que c'est pas elle qui gagne à la fin, quoi. Je sais pas comment ça va se goupiller. Toujours est-il que Red to Girlfriend, ça a su gagner un peu de mon affection pour l'instant et je pense pas que ça va la perdre. Donc très cool d'avoir pu découvrir ça. Alors on parlait juste avant de Red to Girlfriend et du fait que c'était pas forcément une romance qui me parlait à la base. Et ben là on est sur A Couple of Fukus par Miki Yoshikawa, édité par Pika, les tomes 1 et 2. Et c'est un peu le contraire si vous voulez, c'est à dire que là ça me parle direct, ça me parle très bien, j'aime déjà cette série tellement. Et en plus j'ai la petite bague offerte là, la bague de portable. Bon je l'utiliserai pas vu qu'en plus mon portable il est un peu nul, mais c'est toujours cool d'avoir un goodies d'un truc qu'on aime bien dès qu'on a les tomes. Alors, A Couple of Cuckoos, pourquoi je vais vous dire pourquoi je fais autant d'éloges dessus juste après, mais avant pourquoi je l'ai acheté. Eh bien parce que c'est, figurez-vous, le nouveau manga de l'auteur de Yamada-kun and the Seven Witches, qui est un manga que j'adore. On est un peu sur le même cas que Ghost Girl et Rose plus Empire, sauf que là c'est A Couple of Cuckoos et Yamada-kun and the Seven Witches. Donc vraiment j'étais d'avance très emballé pour ce manga. Quand j'ai lu le synopsis, j'étais encore plus emballé parce que c'est typiquement le genre de série que c'est pile dans la cible de ce qui me parle, quoi. Le postulat de base est à la fois original et permet des situations habituelles tout en étant tellement malin. Alors je vais vous l'expliquer. En gros c'est deux familles qui ont eu leur bébé échangé à la naissance, donc un garçon et une fille, c'est ces deux personnages-là. Et du coup, pour que ça fasse pas de problème et que ils aient tous tout le monde dans leur famille, quoi, ils se sont dit on va les marier, ils ont le même âge. Et du coup, en gros, ces deux personnages-là sont fiancés. Et voilà, c'est une romance, quoi. C'est au début, voilà, dans l'histoire pour l'instant ils ont pas l'air trop emballés, mais ils s'aiment bien quand même, etc. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, vous allez voir que ça va se développer et puis qu'à la fin ils vont vraiment se marier, quoi. Mais c'est une romance très efficace qui marche très bien par alors je dis un auteur tout le temps parce que je sais jamais si c'est, je connais pas les genres des auteurs, donc je dis un auteur par défaut, hein. Avec un auteur que j'adore, donc ce qui implique un style de dessin et un style d'écriture que j'aime beaucoup. Surtout que l'aspect romance dans Yamada-kun and the Seven Witches, tu sentais qu'il y avait un peu de retenue parce que, en fait, dans Yamada-kun and the Seven Witches, le personnage principal et la personnage principale ont une romance, mais en gros la romance, elle est actée genre au milieu du manga et c'est une romance tellement mignonne, tellement voilà, tellement satisfaisante qu'ils peuvent pas faire du gros drama avec parce que les deux personnages sont très raisonnables en plus. Donc
le côté romance de Yamada Kun no Seven Witches était très bien, mais pas très modulable, on va dire. Alors que là, on est sur une comédie romantique complète, où c'est vraiment le seul délire, il n'y a pas de pouvoir ou quoi que ce soit, comme dans Yamada Kun no Seven Witches. Et du coup, A Couple of Cuckoos, je suis très emballé, et j'ai beaucoup aimé ma lecture des deux premiers tomes. C'est un manga que je vous conseille 1000 fois. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit pour Ghost Girl? Comme quoi, peut-être, si ça marchait bien, ils allaient rééditer Rosario plus Empire ou je ne sais quoi. Ça, je vous l'ai dit sur le moment, j'y avais pas pensé avant. Et pour être franc, j'y crois pas plus que ça. A Couple of Cuckoos, je n'y crois pas plus que ça non plus, qu'ils vont rééditer. Alors, pas Yamada Kun no Seven Witches, parce que c'est toujours facilement trouvable ça, mais le manga précédent de l'auteur qui est Drôle de Racaille. J'y crois pas trop qu'ils vont rééditer Drôle de Racaille, mais apparemment, il y a une vraie demande. Parce que j'avais fait un tweet où justement je caressais cette idée, tu vois, je me disais et j'espère que ça a bien marché au Couple of Cuckoos, parce que comme ça ils vont peut-être sortir rééditer Drôle de Racaille. Et c'est un des tweets qui a eu le plus d'interactions de tout mon Twitter. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui soient d'accord avec moi. Donc apparemment il y a un vrai marché. Donc si Pika Edition par je ne sais quel miracle tombe sur cette vidéo, gardez peut-être ça en tête, parce que il y a des gens qui sont intéressés par Drôle de Racaille. À ma grande surprise moi-même, je m'attendais à ce que ça fasse un bide monumental, comme la plupart de mes tweets, quoi, qu'il y ait personne qui en ait quoi que ce soit à faire. Mais il y a eu des commentaires, il y a eu des interactions, il y a eu même des retweets. Enfin, je pense qu'il n'y a pas que moi. Donc croisons les doigts, quoi, parce que s'il n'y a pas que moi, il y a peut-être encore plus de gens que ce que j'imagine, et peut-être qu'il y a un vrai marché, et peut-être qu'il y a une vraie chance. J'espère de tout cœur, mais pour l'instant, je vais profiter juste de A Couple of Cuckoos. C'est déjà un énorme cadeau qu'on ait en France. J'adore ce manga. Alors, il y a du potentiel drama. Il y a du potentiel à drama dans ce manga, parce qu'il y a quand même des histoires de triangles amoureux, de trucs comme ça. Le drama, j'ai une relation un peu bizarre avec ça. C'est-à-dire que, surtout dans les comédies romantiques, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un peu comme le rapport qu'ont les gens aux films d'horreur. Certaines personnes aux films d'horreur. C'est-à-dire les films d'horreur, ça te fait peur, donc ça te fait du mal en un sens, mais t'aimes bien. C'est un peu une relation paradoxale. Et ben, j'ai un peu le même sentiment, moi, mais avec le drama dans les comédies romantiques, ou ce genre de truc. C'est-à-dire, ça me rend triste, vous voyez, ça me rend mélancolique, oh là là, ça me déprime. Mais dans le même temps, j'aime bien ça, tu vois, c'est engageant, c'est, oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a, oh là là, il se passe ça, oh là là. Par contre, faut pas aller trop loin avec, parce que si on va trop loin, si on dépasse la limite, ça devient juste triste, vous voyez. T'as plus ce côté, oh non, il se passe ça, oh, non, j'espère que ça va s'arranger. T'as juste ce côté, ça ne peut plus s'arranger. C'est mort. C'est bon, ça me déprime ce manga. Donc voilà, j'espère que ça va pas partir trop loin, parce que je vous ai dit que du coup la romance dans Yamada Kun no Seven Witches était assez statique. Mais il y avait quand même quelques pics qui m'ont fait un peu transpirer, quoi. Il y a quelques pics où l'auteur fait genre est-ce que je vais pas franchir la limite juste pour remettre du drama? Puis moi je suis en mode non. Puis au final elle fait bon non, quand même pas. Voilà, c'était un peu... J'ai dit elle fait. Est-ce que l'auteur c'est une fille? Et je le sais, parce que j'ai fait la remarque tout à l'heure que je dis quand je sais pas. C'est peut-être une autrice. Mais moi, encore une fois, je dis auteur de manière générale. Donc voilà. Il y a un moyen peut-être que ça parte un peu trop en drama s'il n'y a pas de chance. J'espère pas. Mais pour l'instant, c'est que du bon. Lisez A Couple of Cuckoos si vous aimez bien les romances. Pour moi, vous voyez par exemple là, aujourd'hui on a vu Masamune Kun's Revenge et Rent a Girlfriend dans les romances. Et ben, par exemple, moi je vous dis A Couple of Cuckoos, pour moi c'est au-dessus des deux. Et ça me fait un peu mal de dire ça pour Masamune Kun's Revenge, parce que j'ai un peu un background avec Masamune Kun's Revenge, donc il y a un peu de nostalgie avec, vous voyez. Mais je pense vraiment que le postulat de base est ultra efficace, ultra fort, et en plus avec un auteur que j'aime beaucoup, il y a moyen que ça devienne vraiment génial. Je crois que l'animé était déjà sorti avant que le manga sorte en France, je ne l'ai pas regardé où il était annoncé, je sais plus. En tout cas, je l'ai pas regardé, ou je vais pas le regarder parce que du coup j'ai le manga, mais si les animés ça vous parle plus que les mangas, vous peut-être regarder l'animé. Je sais pas où ça en est du coup, mais je suis sûr qu'il soit il existe, soit il est censé exister dans le futur, un truc dans le genre. Donc voilà. Alors, est-ce que je serais pas un peu dans l'actualité malgré moi? Je crois que la troisième saison de l'animé est en cours de diffusion en ce moment. C'est Kaguya-sama Love is War, tome 6, 7 et 8 aux éditions Pika par Aka Akasaka. Au moins le nom est pas difficile à prononcer. Alors, Kaguya-sama Love is War,
manga qui ne se présente plus, hein, disons, ça a fait vraiment, je n'en reviens toujours pas que ça a autant marché. Voilà, c'est un peu un classique de la romance aux yeux de pas mal de monde, je pense, de nos jours. Classique au sens actuel du terme, hein, je veux dire, pas un classique, voilà, les classiques modernes, si vous voulez. C'est un manga donc que moi j'aime beaucoup, hein, j'avais beaucoup aimé l'animé. Je vous ai parlé de mon dilemme de la saison 2, voilà, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était avant. C'est techniquement quelque chose qui touche aussi Kaguya-sama Love is War, sauf que Kaguya-sama Love is War, il y a une sorte de décalage entre le manga et l'anime qui fait que, en termes de sortie, qui fait que pour l'instant ça passe. C'est-à-dire que la saison 2 était censée être touchée par ce dilemme de la saison 2, mais j'ai réussi à lire le manga et à regarder la saison 2 en même temps, sans que ça se chevauche, vous voyez. Donc, pour l'instant ça va. La saison 3 est en train de sortir, donc je pense que j'aurai le temps, pareil, de la visionner avant de lire les prochains tomes. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Après, je vous avoue que pendant que je lisais ces tomes 6, 7 et 8, j'avais une petite frayeur constante de... est-ce que je vais pas finir par arriver à la fin de la saison 2 ? Parce que je vous avoue que vu que c'est des histoires courtes, un peu en mode... c'est un peu chaque chapitre est un peu un sketch, vous voyez, dans Kaguya-sama Love is War. Je sais plus forcément dans quel ordre se passe tel truc et tel truc. J'ai plus forcément tout en mémoire de voilà quand est-ce que ça finit telle saison ou telle saison. Donc j'avais à chaque fois un petit peu peur quand je voyais un truc dont je me souvenais moins de me dire ah non, est-ce que j'ai dépassé la saison 2 ou quoi que ce soit. Donc voilà, là ça va, je crois que j'ai pas dépassé la saison 2. Je pense que d'ici la prochaine fois où on en parlera, j'aurai vu la saison 3, donc j'aurai encore un peu d'avance. J'espère que cet écart ne va pas trop se réduire entre l'apparition manga française et l'apparition des épisodes de l'animé, parce que ça m'embêterait de devoir le mettre avec les autres mangas affectés par le dilemme de la saison 2, où j'ai dû faire des choix drastiques, dont je vous parlerai plus en détail une prochaine fois, je pense, mais voilà quoi. Heureusement, le décalage est plutôt à mon avantage, j'ai l'impression, pour le moment. Par contre, le fait je crois qu'il y a vraiment beaucoup de tomes, Kaguya-sama Love is War, je veux dire par rapport à là où on est dans l'anime, genre la saison 2, en fait, c'est pas genre pour faire la saison 1 et la saison 2, quoi, ça fait pas tellement de tomes que ça, et il y en a beaucoup, et c'est encore en cours, je crois. Du coup, je sais pas jusqu'à quand les saisons vont tenir le rythme de l'anime, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas exclu que genre à un moment il fasse une pause et que du coup ça casse le décalage et que du coup je dois faire un choix drastique encore, et ça m'inquiète un peu, mais bon. Toujours est-il que c'est une comédie romantique même, très efficace, qui a pas volé son succès, on va se le dire, hein. Et franchement, le manga vaut le coup, même si personnellement je vous conseillerais quand même l'anime parce qu'il y a un côté un peu plus impactant avec la musique et de le voir, les effets de lumière, les effets de couleurs, les trucs comme ça. Mais le manga vaut carrément le coup. Alors là on est sur l'avant-dernier manga de cette vidéo, le dernier est un peu particulier, vous verrez. Donc on est sur Konosuba, sur Konosuba, Sois béni mon merveilleux, tome 7, 8 et 9 par Masahito Watari pour le dessin, par Natsume Akatsuki pour l'histoire originale, et par Kurone Mishima pour le character design. Donc c'est aux éditions Meian, et il s'est passé un truc assez spécial sur ces tomes de Konosuba. Je vous ai parlé de mon dilemme de la saison 2. Oui, on y revient souvent, mais c'est pas ma faute, hein, c'est comme ça que je lis des mangas. Enfin si, du coup c'est un peu ma faute, mais c'est pas grave quoi. Le truc avec ces tomes-ci, c'est qu'on finit un arc et qu'on en commence un nouveau. Et le nouvel arc qu'on commence et même qu'on finit est très cool. J'ai beaucoup aimé. C'est l'arc du village de Megumin pour ceux qui se demandent. Et il est vraiment très sympa cet arc. J'ai vraiment apprécié ma lecture. En plus ça développe un peu Megumin, ça développe un peu des persos et tout. C'est typiquement le genre de truc que j'attendais de Konosuba. Un peu plus de développement sur les personnages du groupe quoi. Par exemple j'avais beaucoup aimé quand on avait eu des développements sur Darkness. Et voilà, c'est le genre de truc qui me plaît beaucoup quand ça arrive dans Konosuba. Du coup cet arc je l'ai vraiment apprécié. Et après l'avoir lu, je me suis rendu compte, en faisant des recherches comme ça sur internet, que en fait cet arc avait été adapté en animé. Et que c'était le film
Le film dont je vous avais déjà parlé, il me semble, dans ces vidéos lecture du mois, et où je vous avais demandé justement, bon personne m'avait répondu, je suppose que personne n'avait la réponse, ou personne voulait me répondre, j'en sais rien, mais voilà, j'avais posé la question, je vous avais demandé, et est-ce que le film Konosuba, c'est une adaptation de quelque chose qui va se passer dans le manga, ou est-ce que c'est genre un truc original que je peux regarder à part, etc. Et en fait, il se trouve que du coup, j'ai ma réponse maintenant, mais un peu tard. Le film, c'est justement cet arc du village de Megumin. Sauf que du coup, comment je prends la chose? Parce qu'en fait, mon concept à la base, c'est que mon concept pour le visionnage d'animé, je vois les choses comme ça en fait. Moi, je veux voir toutes les séries quand je regarde un animé. Et les films, les OAV, tout ça, généralement, je trouve que c'est pas obligatoire. Mais quand c'est important dans l'histoire, ou que c'est voilà au milieu de séries, au milieu de saisons ou quoi que ce soit, j'aime bien les regarder quand même. Du coup, là, je me retrouve dans une situation où techniquement, j'ai pas de dilemme de la saison 2, mais j'ai un dilemme du film. Et en plus, je sais qu'il y a une nouvelle saison de Konosuba qui a été annoncée il y a pas longtemps. Donc du coup, ça va me poser le dilemme de la saison 2 en fait. Même si ce sera pas la deuxième, ce serait genre la saison 3, mais oh là là, ça va encore être un casse-tête. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que tout bêtement je vais faire comme Masamune Kun's Revenge et je fais oh, tant pis, allez, je me lis le manga, c'est réglé. L'animé, je me regarderai ça une prochaine fois, je continuerai une prochaine fois. Et en vrai, je pense que je ferais peut-être ça, parce qu'en plus, l'animé de Konosuba, disons que c'est pas l'animé avec le plus de scénarios, fil rouge. Donc même si au moment où je regarde le film, puis la saison 3, puis la saison 4, etc., quand ça sortira, je me souviens plus exactement trop du début. Disons que j'ai le concept quoi de base et que ça peut suffire. Il n'y a pas vraiment de gros fil rouge, même s'il y en a un. Hein, on va pas faire genre. Hein, il y a quelques fils rouges, il y a des trucs qui reviennent. Mais voilà, je pense que je vais peut-être partir sur le manga du coup à cause de cette erreur entre guillemets d'avoir lu le manga sans avoir vu le film. Mais en même temps, je regarde pas parce que c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé l'arc du village de Megumin. J'espère que les arcs suivants seront beaucoup plus comme ça. Pas que les autres d'avant étaient pas bien, hein, mais c'est le genre de choses qui me plaît là. Il y a du développement avec Megumin, du développement sur le lore, même sur le lore de l'endroit où se passe Konosuba, quoi, parce que du coup on a découvert un village, on a découvert d'où elle vient, on a découvert du coup du lore de Megumin, on a découvert même... Voilà, il y a la relation entre Megumin et le protagoniste qui du coup s'est un peu étoffée, parce que les relations avec les personnages féminins du protagoniste sont parfois assez superficielles, je trouve, dans ce manga. Donc quand il y a des arcs comme celui de Darkness, comme celui de Megumin, qui fait qu'il y a un vrai lien plus solide que juste ouais bah on est ensemble dans le même groupe et puis on se vanne entre nous quoi. Je trouve toujours ça très bien. Et franchement pour moi c'était un très bon exemple et j'espère que l'arc suivant qui se profile est du même niveau. Alors le dernier manga entre guillemets de cette vidéo n'est pas un manga, c'est un magazine de prépublication que j'ai gagné lors d'un concours de Yata Japan. Qui est une boutique, je crois, de trucs japonais, quoi, de figurines, de manga, etc. Peut-être pas manga, mais vous avez vous voyez l'idée, quoi, vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc c'était un concours Twitter, et en gros j'ai gagné le numéro avec le dernier chapitre de Fire Force du, comment ça s'appelle déjà? C'est le Weekly Shonen Magazine, voilà. Je voulais pas dire de bêtises. Qui donc contient ce dernier chapitre de Fire Force. Alors, petit problème, déjà je parle pas japonais, ça c'est sûr, mais je ne peux pas vous le montrer les pages, vous feuilleter quoi si vous voulez, parce que du coup il y a des chapitres de séries que je suis qui me spoileraient. Donc, bon, le truc, c'est que dedans il y a pas mal de séries en plus que je suis, il y a Eden Zero, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est Bakemonogatari, mais je ne suis pas sûr. Enfin voilà, il y a Eden Zero, il y a quoi d'autre? Ça je le lis pas, mais il y a aussi la suite de Seven Deadly Sins, je crois. Ouais, il y a pas mal de séries que j'aime bien dans ce magazine. Donc voilà, mon premier magazine de prépublication. Je suis content de l'avoir, d'autant plus que c'est un volume historique, entre guillemets, pour une série. Voilà, c'est la fin de Fire Force, donc plutôt cool que ce volume ait un sens en plus. C'est pas juste un volume random que j'aurais acheté un jour comme ça. C'est vraiment le volume avec le dernier chapitre de Fire Force. Le truc... Hop là, je vais le mettre comme ça.
Le truc, c'est que pour ceux qui ne savent pas, alors ça c'est notoriété publique, donc moi je le savais déjà avant, mais le papier, attendez, je peux peut-être vous ouvrir juste la toute première page. Ouais, voilà, on voit juste un perso de Fire Force, on voit pas, ça se paye pas. Encore celui-là, il est mieux que le reste. Voilà, je vous montre pas, voilà, vous voyez pas ce qui se passe sur la page, vous voyez juste une bulle. Le papier est d'extrêmement mauvaise qualité, c'est genre papier journal, voire en dessous. Donc, c'est extrêmement fragile et à mon avis c'est extrêmement sujet à l'humidité parce que le truc qui a été le plus rongé par l'humidité dans toute ma collection c'est mon log numéro 1 de One Piece. Vous voyez la grande édition presse là. Je me dis que si le log de One Piece il a été attaqué par l'humidité à ce point, alors que ça a un papier ultra nul niveau qualité, c'est à mon avis le truc qui est le plus en danger. Donc heureusement j'ai gardé le plastique dans lequel il me l'avait envoyé et je le remets dedans après quoi. Donc voilà, c'est très fragile, gardez ça à l'esprit. Personnellement je compte pas collectionner ou quoi que ce soit les magazines de prépublication, hein. C'est un peu vide de sens dans le sens où je peux pas les lire et voilà, ça m'a fait plaisir en fait de gagner ça en vrai, hein, mais pour le coup ça fait vraiment plaisir à mon côté collectionneur plus qu'à mon côté lecteur. Et on va pas se mentir, quand j'achète des mangas ou des trucs, c'est généralement pour mon côté lecteur avant tout. Mon côté collectionneur joue pas mal, mais mon côté lecteur c'est celui qui motive à mettre les sous sur la table, quoi. Généralement quand j'achète un manga, je me dis surtout ah j'ai envie de le lire, plus que ah j'ai envie de l'avoir dans mon étagère. Bon ça dépend des cas, hein, mais vous voyez le genre quoi. Et du coup voilà, donc si vous voulez acheter des trucs du Japon, allez sur Yata Japan, du coup, je leur fais, attendez, j'ai même sur Yata Japan, voilà, ils auront gagné un tout petit peu de pub gratuite, bon, ouais, ils m'ont dit merci pour ta commande alors que c'était pas une commande, hein, mais je suppose qu'ils mettent ça dans tous les trucs qu'ils envoient. Voilà, je suppose qu'ils ont gagné un tout petit peu de pub gratuite. Est-ce que ma pub vaut grand chose? Je suis pas sûr, mais je suis un peu allé visiter leur site pour voir. Et apparemment ils font pas de... en dessous d'une certaine somme en fait, il n'y a pas de risque de frais de douane, de frais de port supplémentaires ou de trucs comme ça. Ce qui n'est pas toujours le cas sur les sites qui permettent d'acheter des trucs directement du Japon. Donc je le souligne. Vu qu'ils m'ont fait gagner un truc, je pense que c'est la moindre des choses, hein. Si j'ai remarqué un truc plutôt bien sur leur site, donc je le dis, hein. Après je travaille pas avec eux, donc si ça se trouve c'est des arnaqueurs et en fait ils font que mentir et machin, j'en sais rien, je suis pas responsable si vous avez un problème avec eux, hein. Mais voilà. Moi ils m'ont paru plutôt réglo, j'ai reçu mon colis, bon j'avais rien payé, donc même si je le recevais pas, bon j'avais rien perdu dans l'idée, mais voilà. J'ai pu tester entre guillemets le site grâce à ça. Donc si en plus je peux vous donner ma petite expérience personnelle, ma petite review, ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. Si vous avez quelque chose à me dire vous sur ce tome de prépublication, sur ce magazine de prépublication, je prends toujours les infos. Faut dire que c'est assez difficile à déchiffrer vu que pratiquement tout est écrit en japonais. Même au niveau de l'écriture, quoi, c'est des idéogrammes japonais. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas genre écrit en japonais. À la limite, si c'était écrit en romaji, vous voyez, genre s'il y avait écrit Aoi par exemple, je sais que ça veut dire bleu, vous voyez, bah je pourrais déchiffrer des bidules, faire ah oui d'accord, ce manga là c'est Blue Exorcist, ah je comprends, d'accord. Là je peux même pas faire ça en fait, parce que c'est écrit en idéogramme japonais, donc je connaissais, comment ça s'appelle? Oui, j'oublie tout le temps le nom. Je sais plus si c'est les hiragana ou les katakana. Je connaissais un des deux, ceux qui font les syllabes. Je connaissais l'alphabet syllabaire classique, vous voyez, à un moment, mais j'ai oublié. Donc, puis en plus là, vous voyez, de l'alphabet syllabaire, j'en vois pas beaucoup, quoi, sur ce truc. C'est vraiment... j'ai vraiment pas le niveau pour déchiffrer quoi que ce soit. Donc... voilà, c'est pour ça que je suis assez vague sur le contenu, je suis assez... Alors, il y a un sommaire que j'ai trouvé à la fin, mais je vous avoue que pareil, je pourrais pas vous déchiffrer ce qu'il y a dedans, quoi. Donc voilà, si vous avez quelque chose, comme j'ai dit sur ce volume, à me dire, n'hésitez pas. Princess Connect Redrive, ça le vend en poupe, hein. Je sais pas vous, j'en entends de plus en plus parler, moi.
Donc voilà, ouais, j'en parle parce que ça m'a marqué cette pub avec tous les personnages là derrière. Qu'est-ce que j'aimerais avoir en vrai des magazines comme ça en France. Mais vous voyez, des vrais bons gros trucs épais comme ça, vous voyez. Peut-être un tout petit peu, allez, un tout petit peu moins épais, mais un petit peu meilleur niveau qualité. Genre niveau... En fait, le truc qu'on a le plus proche, c'est vraiment genre le Glénat Manga News. Hein. Le Glénat Manga News, c'est vraiment la même chose, mais avec des vrais trucs qui sont pas genre des extraits gratuits, entre guillemets. Ça ferait un tabac, je pense. Mais après, bon, je peux pas affirmer quoi que ce soit. Donc c'est le numéro 13, hein, si vous vous demandiez. Donc voilà, on va en finir là-dessus. Et on va passer au manga coup de cœur du mois. Et donc le coup de cœur du mois, c'est A Couple of Cuckoos. Forcément, vous avez vu à quel point j'étais élogieux. Et Yamada Kun no Seven Witches, c'est vraiment un manga que j'aime bien. Je suis content de voir que le suivant de l'auteur est très cool aussi. Voilà, c'est pas A Couple of Cuckoos, c'est eux coup de cœur of the month. Comme dirait personne, parce que c'est quelque chose que moi je viens de dire. Donc comme dirait moi. Oh là là, désolé, je suis fatigué, ça fait combien de temps que je parle? 1 heure? 2 heures? 1h30? Ça se trouve, ça fait 20 minutes. Hein. Ça m'étonnerait, mais ça se trouve, ça fait 20 minutes. Voilà, donc j'ai un peu mal à la tête. Excusez-moi si je dis n'importe quoi. Mais ce qui n'est pas n'importe quoi et que je vais dire, c'est que ce manga vaut clairement le coup. Je vous le conseille à 1000%. Bon, voilà, on en a enfin fini avec les lectures de ce mois-ci. Vous avez vu, c'est assez fourni, hein. Il y a pas mal de trucs. En plus, il y a le magazine de prépublication qui prend pas mal de place. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses à dire sur tous ces mangas vu qu'il y en a beaucoup. Si ce n'est, je vais replacer un truc que j'avais déjà dit, mais je crois que j'avais plus de batterie, donc j'avais dû le dire à vitesse éclair à la fin d'une vidéo. C'est que la plupart de ces mangas que vous voyez là, quand je les ai achetés ou quelques jours après, j'ai fait une vidéo achat manga sur TikTok. Donc je vous invite, si vous voulez voir un peu en direct, un peu plus, voilà, au lieu d'avoir 45 mangas d'un coup et que je vous dise alors j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça pendant 1h30. Si vous voulez plutôt voir au fur et à mesure mes achats plutôt que mes lectures, je vous invite à me suivre sur TikTok. C'est très sympa, voilà, c'est plus court, c'est plus simple, c'est plus... Vous pouvez me parler en commentaire, me poser des questions, tout est ok. Voilà, donc je place ça vite fait, parce que je sais qu'avec TikTok ça le vend en poupe, donc je me dis qu'il y a peut-être des gens qui seraient intéressés. Et puis tant que j'y suis, allez, je place que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je demande jamais, mais en vrai ça me fait plaisir en fait quand je vois le chiffre qui augmente, et ça me rend un peu triste quand je vois le chiffre qui baisse. Donc tant qu'à faire, autant que le chiffre augmente. Hein. Moi ça me donne un peu de baume au cœur. Donc voilà, je demande. Je vais essayer de pas être trop insistant et peut-être pas vous le demander à chaque fois, mais voilà. Si vous voulez vous abonner, c'est toujours un plaisir pour moi. Pareil pour le pouce bleu, pareil pour les commentaires, pareil tous les trucs que tous les youtubeurs demandent tout le temps. Voilà. Sinon, toujours hein, le truc que je demande fréquemment, dites-moi en commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire sur un de ces mangas. Est-ce que vous en avez lu un? Est-ce que vous avez vu l'animé d'un? Parce qu'il y a pas mal de diversité, donc il y a moyen que vous... Peut-être que... D'autant plus que peut-être que vous êtes un expert de à tes côtés. Peut-être que vous savez, ah, ça se développe... Me dites pas, hein, me spoilez pas, mais vous pouvez me dire, ah, ça se développe plus comme t'aimes bien plutôt que comme t'aimes pas. Donc, ah là là, peut-être que tu devrais quand même laisser sa chance au tome 2, au tome 3, etc. Voilà, peut-être même des trucs où moi j'avais pas l'air d'être emballé, vous pouvez m'en parler et me transmettre un peu votre passion, ça peut ne que me motiver dans l'absolu. Alors sauf si vous êtes vraiment quelqu'un de pas sympa et que vous êtes là, ouais, qu'est-ce que t'as dit sur mon manga préféré, oh là là. Là ça peut peut-être me démotiver plus qu'autre chose, mais si vous êtes sympa, il n'y a pas de raison quoi, ce sera juste un échange sympa et tout le monde sera gagnant, donc je vous attends dans les commentaires si vous avez envie de discuter. Toujours est-il que c'est donc la fin de cette vidéo, je vous retrouve au plus tard le mois prochain pour la prochaine lecture du mois. C'était Japanman, à plus!